voudrais vous parler de communication de crise, non pas pour partager avec vous un exemple de communication de crise que j'ai eu à gérer et les solutions apportées, ce serait trop long ou m'obligerait à révéler des informations parfois confidentielles. En revanche, je voudrais partager avec vous quelles sont les solutions apportées, ce serait trop long ou m'obligerait à révéler des informations parfois confidentielles. En revanche, je voudrais partager avec vous quelques pratiques essentielles pour réussir une communication de crise. Pour avoir dirigé la communication publique ou la communication de grands groupes pendant 35 ans, j'ai eu à gérer de nombreuses communications de crise. Parfois, il ne s'agissait que de problèmes d'image ou de réputation de personnalité, parfois de mauvaises expériences vécues par des administrés ou des clients, parfois de situations beaucoup plus dramatiques avec des victimes, voire des morts. Quels que soient les cas de figure, il y a des règles à respecter ou des erreurs à ne surtout pas commettre. Si la crise est médiatique, il vous faut lui donner un nom. Si vous ne le faites pas immédiatement, d'autres le feront à votre place, par exemple les journalistes, par nécessité, puisqu'il leur faudra bien nommer le sujet. Mais si vous ne proposez pas vous-même le nom de cette crise, et souvent en le proposant vous l'imposez, vous le subirez, et déjà vous commencerez à perdre la maîtrise de votre communication. Imaginez-vous, Monsieur Kanga, industriel qui fabrique du pain, se retrouve à gérer une crise liée à un employé qui, pour se venger de ne pas avoir été augmenté, a décidé de mettre un produit toxique dans la pâte à pain de M. Kanga. Un client meurt et de nombreux autres clients sont malades. Les journalistes vont certainement parler des petits pains mortels de M. Kanga ou de l'affaire des petits pains mortels de M. Kanga. Le risque pour M. Kanga est de souffrir à tout jamais de cette crise, de l'image négative associée à son nom et à son pain, alors même qu'il n'est coupable de rien. Pour éviter cela, M. Kanga doit communiquer le premier et par exemple parler d'empoisonnement criminel d'un employé ou déplorer la vengeance d'un employé criminel. Alors que nous parlons du même sujet, dans un cas c'est le pain de M. Kanga qui est mortel, dans l'autre cas c'est un employé qui est un criminel. La communication de crise sera donc totalement différente. Dans les deux cas, le scandale causera beaucoup de tort à M. Kanga, mais dans le premier cas, il devra probablement renoncer à son activité de boulanger, alors que dans le second cas, il aura protégé ses actifs, probablement protégé l'emploi de ses autres salariés, et une fois la tempête passée, son activité profitera peut-être même d'une vague d'empathie de clients solidaires de sa mésaventure. En tout cas, il pourra conserver son métier et poursuivre son activité. Quelles sont les règles de base à connaître en communication de crise? Comme je viens de vous le dire, il faut nommer la crise pour maîtriser sa communication. Il faut aussi être réactif, sans pour autant agir dans la précipitation. Le bruit et les images circulent très vite à notre époque. Il ne faut donc jamais tarder à réagir, mais toujours prendre un temps d'analyse de la situation. Réagir, cela veut dire décider de communiquer ou non. Et ne pas communiquer est une forme de communication, mais cela doit être une stratégie, une décision stratégique. Cette stratégie peut être celle de laisser passer la tempête. Elle comporte toujours un risque, mais il sera aussi toujours possible de faire évoluer sa stratégie si nécessaire. Ce qu'il faut éviter, c'est donner l'impression que la crise n'est pas gérée. Il faut au moins communiquer pour dire qu'il y a un capitaine dans le navire, que la crise est pilotée par un patron, entouré d'une cellule de crise, et que cette cellule de crise ou les membres de cette cellule de crise reviendront rapidement vers les journalistes pour partager les premiers éléments d'information. Il faut d'ailleurs préférer convoquer les journalistes et les recevoir pour leur parler plutôt que leur adresser un communiqué. Cela permet de les faire venir à vous et de les occuper pour ne pas dire bloquer un temps qu'ils ne pourront pas consacrer eux-mêmes à enquêter sur le terrain, avec le risque d'ailleurs qu'ils avancent plus vite que vous dans la compréhension de la situation. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'alimenter soi-même la crise. La plus grosse erreur en communication de crise est de venir nourrir la crise en apportant régulièrement au compte-gouttes des éléments nouveaux qui relancent le bruit et font durer la crise, alors que l'objectif premier d'une communication de crise est de faire cesser le bruit autour de cette crise. Une autre erreur à éviter est de nier la crise, surtout quand elle paraît évidente, ou nier ses responsabilités, notamment quand il y a des victimes. Dans ce cas, la priorité doit toujours être aux victimes et à l'empathie pour les familles ou les proches. D'ailleurs, en communication de crise, quand il y a des victimes, il est toujours préférable de paraître coupable que salaud.
Il ne faut pas nier la crise et il faut montrer qu'on cherche immédiatement à tirer des leçons de la situation, des enseignements, comme la mise en place de nouvelles procédures de formation ou de contrôle, relever les niveaux d'exigence, les standards de qualité. Là, vous n'alimentez pas la crise, vous déplacez le sujet. Vous commencez à le rendre positif, vous le videz surtout de toute l'émotion qui touche les sensibilités, voire vous contribuez à lui faire perdre de l'intérêt, ce qui poussera en partie les journalistes à passer à d'autres sujets. Voilà, gérer une communication de crise est un travail complexe, c'est une expertise professionnelle qui demande préparation et expérience, notamment pour éviter certaines erreurs que je viens de partager avec vous.